de presse de rentrée. Alors, je vais commencer d'abord par vous dire qu'on ne dit plus le SNUIPP FSU. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans nos communications, mais on dit la FSU SNUIPP. L'année dernière, on a eu un congrès extraordinaire qui nous a... on a décidé de changer de nom pour mettre en avant notre appartenance à la FSU. Et donc voilà, on ne vous en voudra pas si vous continuez à dire le SNUIPP FSU. Hein, il va falloir que ça, à un moment donné, ça rentre dans nos têtes et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu si vous aviez vu dans notre communication qu'on n'utilisait plus de la même façon notre nom. Mais rien n'a changé en ce qui nous concerne. On est toujours le syndicat majoritaire de la profession puisque l'année dernière aux élections professionnelles, nous avons été confortés dans notre place de premier syndicat du premier degré. Alors, la rentrée scolaire est un moment important qui rythme la vie des élèves, des familles et des personnels de l'éducation, les PE dans les écoles et les AESH. Une journée particulière qui est toujours sous le feu des projecteurs et on le voit de plus en plus souvent. C'est bien avant la rentrée qu'on parle de rentrée et que les projecteurs sont dirigés vers les élèves et les enseignants. Pour les élèves accueillis et pour les familles qui mettent leurs enfants à l'école pour la première fois, mais aussi pour les autres, c'est un mélange d'excitation et d'appréhension. C'est un moment important pour nous en tant qu'enseignants. Quand on retrouve nos élèves, on repart pour une année avec des projets en tête pour faire réussir nos élèves. Et c'est donc un moment important parce que les enseignantes et les enseignants, mais aussi les AESH, ont à cœur la réussite des élèves. Ils ont à cœur de réussir cette rentrée qu'ils préparent activement aussi en cette fin de vacances, bien avant la rentrée. Alors je l'ai dit, l'école prend de plus en plus de place dans la société et dans la vie politique, où elle est au cœur des débats. Ce que je vous dis là, je l'ai écrit bien avant, hier soir, à 19h. Mais je peux vraiment le redire parce qu'on le voit. Chacun et chacune a son propre avis sur l'école. C'est quelque chose qui nous rythme, je dirais, depuis quelques années, notamment cette période de Covid qui a aussi malmené les écoles. Et on assiste de plus en plus souvent et depuis plusieurs années à un discours sur l'école où tout est dit, parfois n'importe quoi, et chaque déclaration est scrutée et commentée, et ce, au plus haut sommet de l'État, de la durée des vacances à la dictée quotidienne, en passant par le port de l'uniforme. Alors vous me direz, on est aujourd'hui dans un café, alors on va essayer de ne pas avoir de discussion de comptoir, comme on a pu s'en apercevoir hier, mais plutôt avoir une réflexion de fond sur l'école et aller plus au cœur de ce que nous portons sur la transformation de l'école. En cette rentrée scolaire, les enseignantes et les enseignants attendent beaucoup du gouvernement. D'abord, la revalorisation salariale qui devrait être à la hauteur et qui ne le sera pas pour une bonne partie des enseignants, et des moyens pour transformer l'école et pour accomplir leur mission au quotidien. Dans cette conférence de presse, je vais faire une présentation générale et comme à chaque fois, on fera deux zooms, un sur les salaires et notamment le pacte, et puis un qui nous touche particulièrement à cœur, c'est la rentrée dans les DROM, ces départements d'outre-mer où les conditions de scolarisation sont très complexes. Alors cette rentrée s'inscrit également dans le cadre d'un remaniement ministériel, ça nous a un petit peu occupé en début d'été. Rentrée d'un nouveau ministre, mais rentrée préparée par l'ancien, dont la circulaire de rentrée donne les dernières injonctions du ministre Pap Ndiaye. Alors c'est le temps politique, qui n'a rien à voir avec le temps de l'école, mais qui nous rythme quand même dans l'école. Et on a un moment politique où le président a confirmé hier que l'école, c'était lui, et c'était de son ressort. Il l'a dit, lui seul décidait, et il a fait une révélation quand même dans cette interview. Il a quand même dit qu'il avait la clé
faire réussir l'école. Donc je ne sais pas si en matière d'éducation, quelqu'un peut avoir la clé. Jusqu'à présent, même en recherche en éducation, c'est compliqué. Mais en tout cas, lui détient ce savoir. De toute évidence, pas de changement de cap. Nous sommes toujours dans la lignée de Jean-Michel Blanquer et donc plus spécifiquement dans ce que Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa campagne électorale. Alors je disais, l'école vit au rythme politique alors que l'éducation a besoin d'un temps long. Nous avons besoin de choses qui nous structurent, qui fassent avancer les élèves. Et bien évidemment, on n'a pas besoin de déclarations tous azimuts et de girouettes en termes de politique éducative. On a besoin de temps long pour faire progresser nos élèves. Ces dernières rentrées ont été marquées par la crise sanitaire et par la crise d'attractivité du métier. Mais l'école a subi depuis 6 ans une multitude de réformes et d'injonctions qui ont essoré les élèves et les personnels. Alors que l'école a besoin de sérénité. Alors, je vais insister sur ce terme de sérénité parce qu'une rentrée scolaire, si on veut qu'elle se passe bien et si on veut que l'éducation se passe bien pour nos enfants, cette sérénité, on en a besoin pour les personnels et on ne l'a pas depuis plusieurs années. C'est aussi ce qui épuise les personnels et ce qui fait qu'il y a une perte de sens du métier. L'empilement croissant des réformes qui sont imposées porte atteinte à ce sens. Les enseignantes et les enseignants ont besoin d'être reconnus pour leur travail et on doit pouvoir leur faire confiance et le montrer. Lors de la période de Covid, l'école a tenu grâce au personnel, mais le ministère a été défaillant dans sa gestion. Je ne reviendrai pas là-dessus, hein, ça nous a occupés pendant des soirées entières parfois, avec des injonctions contradictoires qui ont mis à mal le fonctionnement des écoles. Nous avons constamment des nouvelles annonces et de nouveaux plans à mettre en œuvre. Chaque ministre voulant imprégner sa marque et qui décrète systématiquement de nouvelles orientations. Si on prend Gabriel Attal, il a déclaré, fraîchement nommé, vouloir mettre en place un nouveau plan de reconnaissance du métier enseignant. Alors même qu'un observatoire du bien-être enseignant a été mis en place sous Jean-Michel Blanquer avec de la concertation et des réunions et un questionnaire qui a été mis en place pour savoir comment les enseignants vivaient l'école. Et là, on va... Effectivement, cet observatoire n'a pas abouti, puisque si on considère que les rémunérations étaient, la concertation sur les rémunérations était l'objectif de cet observatoire, on voit bien que tout n'a pas été engagé, mais on voit bien que là encore, on va rentrer dans des discussions et on va mouliner, on va dire, en réunion pour un nouveau plan de reconnaissance, alors que là, il faut agir et il n'y a pas tortiller. Pour agir, il faut des moyens et des moyens financiers. Lors de la dernière enquête d'opinion que l'on avait réalisée avec Harris Interactive en 2022, c'est pas si loin que ça, on avait interrogé les PE sur la satisfaction qu'ils avaient, quelle satisfaction ils ressentaient entre les relations entre le ministère et eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient confiance dans le ministère, et 95% se disaient totalement insatisfaits et disaient ne pas avoir confiance dans le ministère. Donc on voit bien qu'il y a un fossé entre la profession et le ministère, mais qui se comprend puisque quand on voit les déclarations qui sont faites, elles sont totalement hors sol. Elles ne parlent pas d'école, elles ne parlent pas de l'école telle qu'elle se passe réellement sur le terrain. Et vous qui allez sur le terrain voir et rencontrer des enseignants, vous le savez aussi bien que nous. On ne réforme pas à marche forcée contre la profession. C'est pourtant ce qui s'est fait. Au moment du pacte, à certains moments, au moment du Covid aussi, quand on veut faire avancer les choses et qu'on y va à marche forcée, il y a forcément une opposition et on ne fait pas avancer les choses. La question du pacte enseignant, on en reviendra tout à l'heure, qui consiste à travailler plus pour gagner plus, il fait partie des irritants entre les personnels et les enseignants, parce que c'est un petit peu comme ce qu'a pu dire le président hier dans une interview où à la fin de son interview il dit des enseignants, eh bien ceux qui travaillent et qui font leur métier correctement, il faut les revaloriser, puis ceux qui n'en font pas assez, eh bien il faut les sanctionner. Le
terme de sanction est utilisé. Donc on peut imaginer aussi que là, c'est quelque chose qui va irriter les enseignants qui sont en train de préparer leur rentrée. Alors le métier de professeur des écoles, on l'a dit, c'est un métier en crise avec une perte d'attractivité. Depuis quelques années déjà, le métier attire moins de candidats. La réforme des concours, ça aussi, c'est quelque chose qui est habituel. On change de gouvernement, on modifie la réforme du concours, on change la donne. Donc les étudiants qui devaient passer le concours en M1, finalement maintenant le passent en M2. On brouille un peu les cartes quand on fait ça pour un certain nombre de candidats qui finalement perdent le fil. On ne stabilise pas le parcours des futurs lauréats. La formation initiale est insuffisante et les conditions d'entrée dans le métier sont difficiles et concourent justement à cette baisse d'attractivité. Si cette année le nombre de candidats a légèrement augmenté, il reste quand même en deçà de 2021. Dans 4 académies qui restent déficitaires, Créteil, Versailles, Mayotte et la Guyane. C'est plus de 1580 postes perdus au concours principal. Et donc forcément, on voit le nombre de contractuels augmenter. Je crois que cette semaine, les contractuels sont en train de faire leur rentrée dans certaines académies là, en termes de formation. Les recteurs, et notamment la rectrice de Créteil, doivent communiquer sur cette question-là. On le voit, même s'ils sont reçus, accueillis et on leur explique un certain nombre de choses sur la rentrée scolaire et sur comment va se passer l'école. Il n'y a pas de réelle formation. On ne peut pas devenir enseignant en 5 ans comme on devient enseignant en 15 jours. Dans ces académies, du fait de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants, les droits des personnels sont rognés et ces départements ne sont plus attractifs. Alors, vous allez me dire, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de candidats, donc du coup, on réduit les droits des personnels, donc du coup, il n'y a plus de candidats parce qu'ils ne peuvent plus demander de disponibilité, de temps partiel, et de fait, on a des viviers qui s'assèchent. Dans ces départements, c'est aussi la question du remplacement, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne sont plus assurés et le service public ne peut plus jouer son rôle. Le choc d'attractivité, cette fameuse phrase déclinée par Papa Ndiaye, n'a pas eu lieu. Et il faudrait des mesures drastiques pour revenir au taux observé il y a 10 ans, où 97% des postes étaient pourvus contre 84% cette année. Alors c'est bien évidemment la question des salaires qu'il faut revoir, on le verra dans le Zoom tout à l'heure, même si les débuts de carrière ont été plus revalorisés, la question de la perspective de carrière est importante. Ce n'est pas les mesures sur les pactes qui vont renforcer l'attractivité, parce qu'effectivement, on le voit bien, le temps de travail des enseignants est déjà important. C'est aussi la question des conditions de travail qu'il faut revoir, avoir des groupes allégés, avoir des enseignants supplémentaires, des enseignants spécialisés dans la grande difficulté scolaire. C'est aussi cette grande difficulté scolaire, on y est confronté, mais on n'y est pas formé en tant qu'enseignant. Par contre, on a des enseignants de réseau d'aide qui sont là pour ça. Malheureusement, ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas recrutés en nombre suffisant. Et puis, c'est aussi la possibilité de travailler en équipe et d'obtenir des réponses quand on est confronté à des situations difficiles. Je pense notamment à des situations d'inclusion qui sont compliquées, qui parfois font exploser les classes et qui mettent à mal le métier d'enseignant lorsqu'on n'obtient pas de réponse. Alors, c'est aussi la question de la formation continue des enseignants qui, aujourd'hui, ne répond pas aux demandes de la profession. C'est-à-dire qu'on a des formations qui sont calquées, qui sont descendantes. Et quand on interroge les enseignants sur quel type de formation ils souhaitent ou ils souhaiteraient avoir, on n'a pas de réponse de la part du ministère. Pour la FSUS l'UPP, il s'agit de prendre des mesures fortes pour reconstituer un vivier suffisant. Alors pour ça, il faut démocratiser l'accès au métier de professeur des écoles, sécuriser le parcours des étudiantes et des étudiants et instaurer une formation solide et ambitieuse sans contrepartie d'exercice en responsabilité, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que depuis la réforme de la formation, les enseignants qui sont recrutés sont alternants et puis ensuite ils sont placés en responsabilité directe de classe. Et l'entrée dans le métier est difficile. Alors, autre volet de ce qui nous intéresse en cette rentrée, c'est la question des inégalités. Ces inégalités, elles persistent. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de les résorber à la FSUS l'UIPP. On sait que l'école ne peut pas tout, mais surtout, on sait qu'elle pourrait faire beaucoup si on lui en donnait les moyens, si on donnait les moyens de réussir. Ne pas donner des injonctions et des objectifs qui ne reposent
que sur la bonne volonté des enseignants. Alors la stigmatisation du niveau des élèves, je reviens à ce qui a été dit hier soir, la comparaison des résultats des évaluations sont de nature à culpabiliser les enseignants et ne fait reposer que sur leurs épaules la réussite de toutes et tous. Donc le principe, c'est il y a trop de vacances il y a des enfants qui ne partent pas en vacances, il y a trop de vacances pour les élèves, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne réussissent pas à l'école, on va leur mettre plus d'écoles l'été et les faire revenir avant les autres. On stigmatise un type d'élèves, ceux qui sont les plus en difficulté, ceux qui sont aussi plus en difficulté avec l'école, qui ont le plus de difficultés à venir à l'école. Et on se dit qu'on va les faire venir plus tôt, 15 jours plus tôt, et on va faire sans doute des miracles. Non, nous ne sommes pas à l'école privée, on n'y arrivera pas, on restera dans la difficulté de ces élèves-là. Toutes les réponses qui sont données, le renforcement des fondamentaux, l'autorité de l'enseignant, le soutien en dehors de la classe, sont des éléments qui ont été déclinés depuis 2017. Ça n'a pas varié depuis les différents ministres. C'est la politique de Jean-Michel Blanquer, une politique de pilotage des pratiques et d'injonction sur les méthodes des enseignants. On en oublierait presque les programmes eux-mêmes, qui sont pourtant la seule référence commune à toutes les écoles et à tous les élèves de ce pays. Et rarement, on fait référence au programme. J'en veux pour preuve, l'année dernière, on a eu 4 circulaires en janvier qui nous ont expliqué comment il fallait faire en français et en mathématiques, ce qu'il fallait faire. Hier, dans son interview, il a parlé en histoire de textes fondateurs qui devraient être étudiés chaque semaine. Vous imaginez qu'un enseignant qui est formé, qui fait son métier, c'est un professionnel, que le président, qui ne soit pas un professionnel de l'éducation, dise aux enseignants ce qu'ils doivent faire, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. On ne verrait pas un président dire à un chirurgien comment il doit opérer une appendicite. Pour les enseignants, c'est pareil. On est formé, c'est notre métier. On n'est pas là pour recevoir des injonctions. On a juste besoin de moyens pour réaliser notre métier. On a d'ailleurs eu des productions de guides, de circulaires qui n'ont pas montré l'efficacité dans les classes. Plutôt d'envoyer les enseignants en formation continue et faire travailler la recherche en éducation. Alors pour nous, toutes ces injonctions, tout ce qu'on peut entendre, et la soirée d'hier a été un peu pénible parce que quand on a ce genre de discours, je vais vous le dire en termes, un terme qu'on utilise souvent dans notre cas, il y a un moment donné, il est temps de siffler la fin de la récré et de se poser les vrais enjeux sur l'école. Et ce n'est pas ce qui a été dit par le président hier, qui va faire l'école au quotidien. Depuis plus de 20 ans, l'école subit une aggravation des inégalités scolaires et le poids du déterminisme social dans la réussite scolaire. Ça, on en est tous conscients, c'est notre difficulté, mais c'est aussi le sous-investissement chronique des politiques éducatives qui ont été menées, qui laissent craindre des effets durables dans la scolarité des élèves, et notamment pour ceux et celles des classes populaires. Si l'école parvient à faire progresser les élèves jugés en difficulté en primaire, c'est d'abord celles et ceux issus des milieux les plus favorisés, ceux et celles qui sont en moins grande difficulté, et notamment ceux qui sont particulièrement plus dotés en biens culturels. Alors depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque le recentrage sur les fondamentaux, c'était déjà dans la politique de Jean-Michel Blanquer. Les résultats aux évaluations nationales en début d'année dernière n'ont pas incité à l'optimisme. Au regard de la concentration des moyens qui ont été donnés en CPC1 en éducation prioritaire, je parle des classes dédoublées, les effets sont faibles. 2 à 3 fois moindres que ceux obtenus dans d'autres pays du monde ayant expérimenté de telles réductions d'effectifs. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système de réduction d'effectifs, d'allègement des effectifs, mais derrière, on a mis tellement d'injonctions dans la politique qu'on n'a pas obtenu les effets escomptés. A contrario de cette politique, il faut laisser les enseignants exercer leur liberté pédagogique, redéployer le dispositif des plus de maîtres que de classe, plus d'enseignants dans les classes qui leur permettent de prendre des petits groupes à certains moments
au sein de la classe, vecteur de dynamique pédagogique autonome pour réinventer notre métier, parce que nous avons besoin de réinventer notre métier, parce que la société change et les élèves changent. Enfin, chaque enseignante et chaque enseignant doit pouvoir être reconnu comme concepteur et conceptrice de son métier. Cette reconnaissance, il est temps que le pouvoir en place nous le concède. Alors, la rentrée scolaire et les moyens alloués à l'école, c'est la question que l'on se pose en général à la rentrée. C'est l'épreuve de vérité. Y aura-t-il un enseignant dans chaque classe ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de contractuels recrutés dans les académies déficitaires pour pallier les manques d'enseignants titulaires ? Et seront-ils prêts à accueillir les élèves ? Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui parce qu'on sait que la rentrée, c'est un moment où il y a des ajustements de rentrée. Mais je peux quand même dire, on le sait depuis quelques années déjà, des personnels remplaçants seront affectés directement sur des classes à l'année parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants et qu'il faudra prendre une classe à l'année. Ça veut dire qu'on va retirer des moyens de remplacement et qu'on aura des difficultés sur le remplacement. Et puis on peut affirmer, ça c'est sûr, et on peut vous le dire aujourd'hui, que les propos tenus par le président Macron, mais aussi par le ministre Gabriel Attal et avant lui Papa Ndiaye, sont faux lorsqu'ils affirment que toutes les absences seront remplacées et qu'il n'y aura pas de problème de remplacement à la rentrée. Quand on l'interroge, et on a interrogé le ministre Gabriel Attal sur cette question lundi, on n'a pas eu de réponse. Alors quand ils annoncent ça dans les médias, bien évidemment, on ne parle pas du remplacement dans le premier degré, puisqu'on oriente directement vers le pacte et le remplacement de courte durée dans le second degré, où le pacte devrait permettre de régler, ce qui n'est pas, ça ne sera pas effectif très certainement, mais la question des remplacements de courte durée. Le remplacement dans le premier degré, vous imaginez bien que quand on est en classe et qu'on a 5 classes, 5 enseignants, s'il y en a un qui est absent, ou une plutôt, parce qu'avec 84,9% je crois, d'enseignantes femmes, quand une enseignante est absente et qu'elle n'est pas remplacée, les élèves sont accueillis, puisque nous devons accueillir les élèves, mais on les répartit dans les autres classes. Donc on passe de 25 élèves à 29, 30, et qu'on ne peut pas effectuer une journée de classe correcte, puisqu'on ne peut pas enseigner directement à nos élèves et aux élèves de la collègue absente. Ça désorganise le système et ça ne permet pas d'avoir des journées d'école correctes. La garantie du remplacement n'est pas assurée. Et ça c'est pas très visible parce que pour l'opinion publique, parce que l'enfant est accueilli à l'école et que les parents peuvent aller travailler, mais c'est quand même une réalité. C'est une réalité qui nous confronte de façon importante. Alors, bien souvent, il y a des périodes, notamment au moment de la Toussaint et en janvier, où il y a des plus gros pics de maladies, où on a parfois des absences très longues, et puis on a des congés maternité qui ne sont pas remplacés, et on a des classes qui n'ont pas de remplaçant pendant 3, 4, 5 semaines. Ça peut être à la fois des classes de CP comme des classes de maternelle. Et ça, c'est très problématique. Pour nous, c'est pas acceptable. C'est les conditions d'enseignement, mais donc d'apprentissage des élèves qui sont dégradées. C'est scandaleux, mais le ministère ne prévoit rien pour remédier à cela. Quand on en parle au ministre, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'enseignants. C'est même pire cette année, puisqu'il y a eu 1117 suppressions de postes pour la première fois depuis quelques années. Donc il va falloir revoir certainement ces conditions, puisqu'on aura des remplacements qui vont être supprimés, des postes de remplaçants qui vont être supprimés. Pour nous, en cette rentrée scolaire, il est temps de prendre la mesure de la perte d'attractivité du métier, de revaloriser les salaires, mais il faut aussi améliorer les conditions de travail des personnels. Je l'ai déjà dit, alléger le nombre d'élèves par classe, mais aussi repenser le temps de travail des enseignants pour donner plus de temps de travail collectif, mettre en place une véritable équipe pluriprofessionnelle pour avoir différents regards sur les élèves et sortir de cette solitude du métier. C'est aussi ça, la transformation de l'école pour nous. Et puis, c'est pour la direction d'école, étendre les décharges de direction et recruter des administratives, ce que la loi RIAC n'a pas permis.
Et puis, dernier point pour moi lors de cette conférence de presse, un point qui est important et qui est apparu au détour de vos papiers, de vos reportages beaucoup cette année, mais qui compte beaucoup, c'est la question de l'adaptation impérative au dérèglement climatique. Le chantier d'un bâti scolaire doit être enfin considéré comme important. Il doit y avoir des moyens qui doivent être dégagés dans toutes les écoles. Alors, on le redira en priorité dans les DROM, mais aussi dans toutes nos écoles. Pour nous, investir dans le bâti scolaire, c'est une urgence. La crise sanitaire a mis en évidence la vétusté de certaines écoles. On l'avait dit à l'époque, sur des écoles qui sont insuffisamment équipées en sanitaire, en points d'eau, mais aussi la qualité de l'air dans les salles de classe mal aérées. Globalement, le changement climatique, avec des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, oblige à repenser les locaux scolaires pour préserver la santé des élèves et des personnels et leur permettre d'apprendre et de travailler dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, d'ailleurs, la réduction des vacances d'été est un peu contre-productive dans le discours, parce qu'on sait, s'il fallait reprendre le 20 août, qu'on aurait des conditions actuellement dans certaines écoles qui ne seraient pas acceptables. C'est aussi la question de l'amiante qui est présente dans les bâtiments scolaires, comme a pu le démontrer le travail d'investigation de l'équipe Vert de Rage, qui a prouvé que sur un échantillon de près de 30 000 écoles, un tiers montrait la présence d'amiante sur les surfaces. Donc on a un véritable chantier qui doit s'ouvrir. Le plus souvent, les autorités de l'éducation nationale renvoient le problème aux collectivités qui sont propriétaires des locaux, alors que la santé des élèves et des personnels relève de leurs responsabilités. La FSUS-NUIPP demande des travaux en urgence que l'État doit mener conjointement avec les collectivités. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un grand plan de rénovation énergétique des établissements scolaires. Il y a des choses qui démarrent, mais qui ne sont pas suffisantes. L'objectif est d'accompagner et de financer 10 000 écoles, collèges et lycées d'ici 2027. Alors, selon la rapporteure de la mission d'information du Sénat, le rapport « Le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique », il faudrait 40 milliards pour rénover tout le bâti scolaire sur 10 ans, soit 4 milliards d'euros par an. On en est loin. Il y a donc beaucoup à faire et à espérer en cette rentrée scolaire 2023. On se demande et on se pose la question, est-ce que les épaules de Gabriel Attal seront-elles assez larges pour endosser ce costume de la transformation de l'école, surtout si derrière lui, le président décide et fait des déclarations. Ce qui est sûr, c'est que la FSUS-NUIPP portera haut et fort les revendications de la profession auprès du nouveau ministre. On l'a rencontré déjà lundi dernier, pour que cette transformation de l'école ait enfin lieu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais passer le micro à ma collègue Blandine sur la question des salaires. Oui, alors la question de la rémunération des enseignants a été au cœur des discussions de toute cette année. Et elle l'est encore avec les propos d'Emmanuel Macron hier, notre président et nouveau super ministre de l'Éducation. Alors, une communication très approximative, parce qu'il a annoncé à nouveau une revalorisation historique, avec une augmentation pouvant être de plusieurs centaines d'euros. Il oublie quand même simplement de préciser que cette augmentation, elle est liée à une augmentation du temps de travail. Il s'agit donc bien d'une augmentation de temps de travail rémunéré et non d'une revalorisation. On va partir de constat, parce qu'avec un point d'indice qui a été gelé pendant 12 ans, il manque au PE un mois de salaire en moyenne, pour compenser la perte du pouvoir d'achat cumulé depuis 2010. En France, le salaire d'un PE est inférieur de 19% à la moyenne de l'OCDE. Et donc la FSUS-NIPP avait lancé l'année précédente, en début de rentrée scolaire, une campagne sur la revalorisation en réclamant 300 € net sans contrepartie, auquel s'est associée une grande majorité de PE, et il y avait plus de 50 000 PE qui avaient signé notre pétition. Les personnels du premier degré expriment une très forte insatisfaction concernant la rémunération, puisque seuls 9% d'entre eux estiment
être rémunérés à leur juste valeur. Et ça, c'est une enquête du ministère qui a été faite en 2022 et qui est sortie en mars 2023. À cela s'ajoute un manque d'attractivité pour le métier que le MEN n'arrive pas à endiguer. Alors à ce constat, des réponses et des promesses du ministère. Un document qui est sorti avec un titre ronflant « Mieux rémunérer des professeurs pour une école qui change, reconnaître le métier et l'engagement des professeurs pour la réussite de tous ». Des annonces qui mélangent tout en même temps, la rémunération, changer l'école, reconnaître le métier, valoriser l'engagement et favoriser la réussite de tous les élèves. Au cours des négociations qui ont eu cette année, des revendications que nous portions ont été entendues. Alors maintenant, nous avons une amélioration du déroulement de carrière pour l'ensemble des PE. De plus, on a une prime, l'ISAE, qui a été doublée, ce qui l'amène à 96 € net par mois. Et en parallèle, jusqu'au 7e échelon, la prime d'attractivité sera rehaussée de façon variable selon l'échelon, mais rien au-delà du 7e échelon. Donc, toutes ces mesures-là ne touchent que des primes et des mesures qui n'ont vraisemblablement pas eu d'écho pour attirer plus de candidats au concours. Pour nos collègues AESH qui subissent à la fois des temps incomplets imposés et des rémunérations quasi minimum de la fonction publique, la déception est forte. Parce qu'en effet, 88% des AESH se situent entre le 1er et le 3e échelon. Et ce sont finalement ces échelons-là qui sont le moins bien revalorisés. Et donc ça a été un arbitrage à minima qui tourne le dos à la reconnaissance institutionnelle de l'engagement des AESH en faveur des élèves en situation de handicap et de l'importance de leur rôle dans l'école inclusive. Pour les professeurs des écoles, liés à cette augmentation, le MEN a adossé un pacte. Une réponse qui tombe totalement à côté des demandes des PE. Ces derniers demandent à être mieux rémunérés. Et alors que la moitié déclare travailler déjà 43 heures par semaine, et là ce sont toujours des chiffres du ministère, de l'ADEP, confirmés par nous, notre enquête en 2023, le ministère fait fi des conditions de travail et leur propose des missions supplémentaires, en dehors des heures réglementaires de service. Alors quand on sait que la moitié des PE se déclarent en situation d'épuisement professionnel élevé, toujours selon les chiffres du ministère, exiger de travailler plus pour que les collègues puissent répondre à leurs besoins financiers est une réelle provocation. Mais il aurait été sans doute trop simple de rémunérer des tâches que les PE effectuent déjà dans leur travail, des tâches indispensables à leur métier, mais qui, elles, ne sont pas rémunérées, comme les 2 fois 10 minutes d'accueil par jour, les temps de réunion, de rencontres avec les parents, les réunions avec les autres professions, comme les orthophonistes, les infirmières, les médecins scolaires, tout le suivi des élèves en situation de handicap, les journées supplémentaires de pré-rentrée, l'organisation et la gestion des voyages scolaires, des différentes fêtes, événements qui ont lieu au cours de l'année. Le pacte, c'est une contractualisation de missions supplémentaires sur la base de démarches individuelles. C'est le retour au travailler plus pour gagner plus, qui est un amplificateur d'inégalité salariale femmes-hommes, dégradation du travail collectif et aberration pédagogique. Alors pourquoi il est source d'inégalité salariale ? C'est parce que ces missions supplémentaires qui sont proposées, ça repose sur la disponibilité des PE. Alors que les femmes représentent 85% du corps enseignant et qu'elles conservent toujours le plus souvent la charge des tâches du quotidien familial, elles sont également les plus nombreuses à être à temps partiel. Alors comment pourront-elles s'engager dans des missions supplémentaires ? Et cette inégalité, elle est déjà divisible sur les fonctions de direction, puisqu'elle ne représente que 55% des directeurs, directrices. Il n'y a que 55% de femmes. Dégradation du collectif. Le pacte individualise la rémunération et donc met en concurrence les collègues en accentuant l'idée de mérite. Le directeur, la directrice va répertorier les collègues intéressés par des missions supplémentaires,
va regarder les missions proposées et l'IEN devra faire des choix entre les collègues. Mais sur quels critères, ça, on ne le sait pas. Le travail en équipe sera fortement impacté en raison des différentes missions individuelles exercées tout au long de la semaine. Pour qu'une école fonctionne bien, il y a besoin nécessairement de temps de rencontre entre les collègues. On a besoin de temps, de réunions pour se concerter, pour évaluer des choses, pour discuter, pour mettre en place des projets. Et lorsque les collègues devront préparer leurs séances de soutien ou d'approfondissement en sixième, préparer les devoirs faits, les stages et tout ça, ça va prendre du temps sur le temps collectif et ils devront se déplacer, faire ces temps-là et donc ça impactera le collectif forcément, ce temps qui est indispensable. Aberration pédagogique, parce qu'une des missions qui est notée comme prioritaire dans le pacte, c'est l'encadrement des heures de soutien ou d'approfondissement aux élèves de 6e. Et cette heure, c'est lié à l'heure de suppression de techno. Donc les élèves de 6e certains élèves sont jugés en difficulté sur des compétences évaluées sur des évaluations nationales. Et donc ces élèves jugés en difficulté bénéficieront d'heures de soutien. Tandis que les autres, jugés en réussite, bénéficieront, eux, d'heures d'approfondissement. Et cela s'apparente quand même bien à la constitution de groupes de niveau, dont la systématisation produit des effets négatifs, et ça, c'est la recherche qui le dit. De plus, nouvelle aberration, aucun temps de concertation n'est prévu entre les professeurs des élèves de 6e et les PE, qui vont les prendre lors des séances de soutien ou d'approfondissement. Autre aberration, c'est que depuis 2000, des dispositifs sont massivement mis en place, dans les écoles comme dans les collèges. Ces dispositifs, c'est l'aide personnalisée, les APC, les stages de remise à niveau, l'heure de soutien. Or, ces dispositifs ont fait la preuve de leur inefficacité pour lutter contre les inégalités scolaires, car ces mêmes inégalités se sont amplifiées depuis cette même période. Donc nous sommes bien loin de la promesse présidentielle quand Emmanuel Macron, en campagne, déclarait vouloir augmenter de 10% tous les enseignants et enseignantes sans contrepartie. Et pour revenir au titre prometteur du document du ministère, le pacte ne répond en rien à la question de la revalorisation et de l'attractivité du métier, comme il ne répond en rien à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Et je vais passer le micro à Nicolas. Alors, le deuxième point sur lequel on a souhaité mettre l'accent sur cette rentrée, Guylaine évoquait tout à l'heure, c'est celui de la situation de l'école publique dans les départements et régions d'outre-mer. Ça fait des années que nous tentons d'attirer l'attention des gouvernements successifs sur l'état préoccupant du système éducatif dans ces territoires, sans que le quotidien évolue à un rythme suffisant. C'est pour cela d'ailleurs aussi, vous avez vu peut-être dans les pochettes qui vous ont été distribuées, que nous lançons cette rentrée une campagne que nous avons appelée « École en sous France ». Campagne dont le point d'orgue sera une conférence de presse à la mi-septembre en présence de nos représentants des différents départements et régions d'outre-mer. Alors, je pense que tout le monde l'a vu, et quelques annonces ont été faites cet été. Il y a eu la tenue d'un comité interministériel sur les Outre-mer et quelques annonces ont été faites sur les écoles, on y reviendra tout à l'heure, mais les enjeux restent énormes et surtout demandent un investissement qui doit être bien au-delà de ce qui est annoncé. Alors, sans revenir sur les chiffres que vous avez dans le dossier de presse, on sait que les DROM accusent un retard de développement par rapport à la France hexagonale assez important. Les inégalités sont plus marquées que sur le reste du territoire national et on constate des écarts forts et persistants dans les domaines socio-économiques, que ce soit le PIB, le taux de chômage, le taux de pauvreté ou les écarts de prix. Dans le même temps, on peut constater aussi que l'échec scolaire dans les DROM est plus marqué que dans l'Hexagone. Le taux de retard à l'entrée en sixième est supérieur, à l'exception de la Martinique, mais surtout, une donnée qui est extrêmement parlante, c'est la part des jeunes de nationalité française de 16 à 25 ans qui participent au test de lecture de la journée défense en citoyenneté.
En 2022, le taux de difficulté est entre 2,5 et 5 fois et demi plus élevé que la moyenne nationale, ce qui est extrêmement important. Alors, ces résultats, bien sûr, s'expliquent par différents facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que énormément d'enfants à ce stade ne sont pas scolarisés. On a plusieurs milliers d'enfants dans les DROM qui ne bénéficient pas du droit à la scolarisation. Alors c'est notamment vrai en maternelle à cause d'une forte pression démographique et d'un manque de place dans les écoles. C'est un phénomène qu'on va trouver particulièrement élevé à Mayotte et en Guyane, où les infrastructures sont notoirement insuffisantes. Je vais y revenir. Et ce qu'on peut constater, c'est que ni la loi sur l'égalité réelle, qui a été votée en 2017 sous la présidence de François Hollande, ni la loi sur l'école de la confiance, qui a pourtant utilisé le prétexte des DROM pour abaisser l'âge de l'instruction obligatoire, n'ont résolu cette problématique. On est toujours sur des taux de non-scolarisation extrêmement importants. Les créations de postes n'ont pas été au rendez-vous à l'école maternelle, alors que pourtant on est face à des territoires qui relèvent de l'éducation prioritaire renforcée. Je l'ai dit aussi, on a des territoires qui font face à un sous-dimensionnement des infrastructures scolaires compte tenu de la population. Et le manque de place touche particulièrement les populations autochtones et les migrants qui souffrent en plus d'une grande précarité et font face à de nombreuses discriminations. On avait déjà, c'est en 2017, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publiait déjà un avis sur le droit à l'éducation en Outre-mer en mettant en avant l'insuffisance des conditions matérielles pour assurer une égalité des chances à l'école. Alors là, cet été, le ministère des Outre-mer, dans son document, affiche un montant de 55 millions par an pour aider au financement des constructions des écoles, mais on sait que là, ça c'est comme sur le territoire global, ce qu'évoquait Guylaine tout à l'heure, ce sont des moyens qui sont très insuffisants par rapport aux besoins. Autre annonce cet été, la possibilité d'accueillir les élèves dans leur langue maternelle à l'entrée à l'école pour aider à l'apprentissage du français. C'est a priori une bonne idée, mais ça ne répond pas non plus à la question de l'accueil pour toutes et tous les élèves. Deuxième élément, la question des conditions matérielles dans les écoles. On a des conditions évidemment d'enseignement qui pèsent extrêmement lourdement sur le quotidien des élèves et des personnels des écoles. Alors c'est le manque de moyens au quotidien. On a les familles, par exemple si on parle fourniture scolaire, c'est un dossier dont on entend beaucoup parler en ce moment. Dans les DROM, les familles sont systématiquement contraintes d'acheter les fournitures scolaires, et cela du fait que les collectivités ne sont pas en mesure, n'ont pas les moyens de fournir le matériel nécessaire. Alors sur ce sujet, là aussi il y a une annonce gouvernementale qui dit, je cite, vouloir cofinancer les manuels et fournitures avec les collectivités qui s'engagent dans cette démarche. Ça laisse quand même encore de côté la question des inégalités financières entre les communes, et ça repose aussi sur une démarche volontaire et non pas une démarche généralisante qui est pourtant nécessaire pour que tous les élèves soient traités à la même enseigne. Autre exemple financier de la problématique matérielle, celui de la fracture numérique. Puisque dans les DROM, ce sont 70% des écoles qui ne sont pas dotées d'équipements informatiques, contre 33% au niveau national. Plus grave, vous avez peut-être pu le voir sur les quelques photos qu'on a reproduites dans le dossier, c'est le nombre conséquent d'écoles qui sont dans un état de délabrement extrêmement important. Les photos qui nous remontent, que nous publions dans le cadre de notre campagne, montrent des réalités que personne n'accepte dans l'Hexagone. Toilettes insalubres, moisissures, présence de moustiques, rats, chauves-souris, fils électriques apparents, risque d'effondrement. La liste est longue de tous les manquements à l'hygiène et à la sécurité dans de trop nombreuses écoles. On peut ajouter en plus à ces questions de sécurité les problématiques de santé qui sont liées à l'absence de climatisation ou aux problèmes d'approvisionnement en eau. Guylaine évoquait tout à l'heure la question du réchauffement. Dans les DROM, c'est évidemment un phénomène qui est encore plus important, accentué par les températures notamment tropicales. La problématique de l'eau, on la retrouve aussi dans la plupart de ces départements. On en a encore entendu parler à Mayotte hier pour la rentrée, où la rentrée s'est faite sur fond de restrictions, avec impossibilité d'accéder à l'eau pour boire, mais aussi donc aux toilettes et in fine au nettoyage des écoles. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la caisse d'allocation familiale, si je ne dis pas de bêtises, qui a financé la dotation de gourdes d'eau hier dans les écoles pour pouvoir assurer la rentrée dans des conditions sanitaires minimales. On va dire ça comme ça.
Là aussi, cet été, lors du comité interministériel, le gouvernement s'est exprimé sur cette question des écoles. Il a annoncé vouloir renforcer la résilience des écoles. Je cite le terme, via un programme pluriannuel de travaux sur 10 ans. Alors, outre que le terme de résilience nous interroge quand même fortement sur sa signification réelle, il faudra bien juger à l'aune de l'état des lieux, puisque normalement, les préfets sont mandatés pour réaliser un état des lieux dans les 6 mois, et surtout, in fine, du budget qui sera consacré à ces rénovations à l'issue de l'état des lieux. Et enfin, donc les DROM, troisième élément peut-être, c'est le manque d'attractivité des territoires, puisque le coût de la vie, on l'a évoqué tout à l'heure, le coût de la vie cher, les conditions d'enseignement qui sont extrêmement difficiles dans certains endroits, le manque de formation aussi qu'on peut constater, y compris des difficultés de formation. Je pense par exemple à Mayotte où les étudiants sont obligés d'aller à La Réunion pour aller mener à bout ce type de formation, font qu'on renforce encore le manque d'attractivité de ces territoires. Et alors, j'allais dire comme dans l'Hexagone, mais peut-être plus encore que dans l'Hexagone, les concours ne font pas le plein. Et le recours au contractuel est massif, en particulier à Mayotte et en Guyane. C'est 160 postes à peu près en Guyane qui n'ont pas été pourvus au concours. C'est près d'une 50aine à Mayotte. Et les taux d'enseignants contractuels, alors qu'il est de 2,1% au niveau national, montent à plus de 10% en Guyane et à 26% à Mayotte, ce qui est énorme. Et dans le même temps, en termes de dotation de moyens, on poursuit les fermetures de postes, en particulier en Guadeloupe et en Martinique. Et on maintient dans un certain nombre d'endroits des écoles avec des tailles extrêmement élevées, qui sont beaucoup trop importantes pour un fonctionnement serein des écoles primaires, élémentaires et maternelles. Dans la même logique, sur Mayotte, à la fois le manque d'infrastructures et la surpopulation scolaire fait qu'on est dans un certain nombre d'écoles obligés d'alterner l'école le matin et l'école l'après-midi. C'est-à-dire qu'on a 2 équipes, 2 cohortes d'élèves, on va dire, qui se relaient sur une même journée. Alors voilà, ce sont tous ces constats qui font que nous souhaitons absolument mettre l'accent sur ces départements et que nous, la FSUS NUIPP, nous exigeons l'égalité républicaine qui est due à tous les élèves sur l'ensemble du territoire français. Cela passe pour nous par 4 points essentiels en particulier. Premièrement, le classement de toutes les écoles en REP+, associés à la création de postes, y compris spécialisés, et qui tiennent compte de la spécificité du public scolaire accueilli. Deuxièmement, un plan pluriannuel de construction, de rénovation et d'équipement des écoles qui permettent de garantir l'accueil de tous les élèves dans de bonnes conditions dès 3 ans et de baisser les effectifs dans les classes. Troisièmement, le soutien aux collectivités pour prendre en charge le matériel scolaire de chaque élève et pour la création des salles informatiques. Quatrièmement, la réalisation des aménagements nécessaires pour garantir les normes d'hygiène et de sécurité dans toutes les écoles. Alors je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a esquissé quelques annonces sur ces dossiers-là. On jugera bien entendu sur pièce et sur les actes. Et en ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas de mobiliser les collègues autant que nécessaire afin d'avoir la garantie que le gouvernement mette un engagement financier et humain à la hauteur de ce qui est nécessaire pour les écoles et les élèves de ces départements. Bien, on va passer au temps des questions. Donc voilà, on va en prendre quelques-unes et puis on va y répondre ensuite. Il y a un micro qui tourne. Bonjour, avec une question de France Culture. Alors, on parlait justement des salaires et du pacte. L'une de vos nouvelles missions, c'est justement cette de soutien en allant dans le collège en français et en mathématiques. Avant les vacances, au mois de juillet, après les chiffres off, il y a environ, on n'a pas atteint les 30% de professeurs qui ont signé le pacte. Chiffre qui était nécessaire, selon Papendiaï, avant de partir, pour assurer le problème d'emplacement. Savez-vous où en est-on aujourd'hui ? Ah oui. Bonjour, Violaine Morin du Monde. Moi, j'avais une question sur le débat sur les uniformes à l'école. Je pense que tout le monde dans cette assemblée est un peu désespéré de voir revenir par la fenêtre cette histoire, mais malheureusement, ça revient. Il me semble qu'il est question d'expérimenter les uniformes.
Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Même si j'ai une petite idée de la réponse. Mais si vraiment c'est expérimenté dans des écoles, c'est un vrai sujet pour vous. Ça veut dire que c'est tout un truc, quoi. Il faut vérifier que les enfants les portent. Qu'est-ce qu'on fait quand ils ne les portent pas? Qui va les fournir? Qu'est-ce qu'on fait si dans des écoles, parce que ça va être toujours la même histoire, ça va être d'abord en REP que ça va être expérimenté. Donc qu'est-ce qu'on fait si l'enfant, au bout de 3 jours, le polo tient tout seul tellement il est sale? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Très bien. C'est compliqué quand même. Une troisième question puis après. Ouais. Bah, moi, j'en ai deux. Alors, le président a annoncé que dès la rentrée, on essaierait de scolariser les élèves de moins de 2 ans. Qu'en est-il en réalité? Même si là encore, on a une idée de la réponse. Et ensuite, il a aussi parlé d'une baisse d'effectifs en moyenne section. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait des profs qui avaient été embauchés voilà, pendant les vacances? C'est le temps politique et le temps de l'éducation. Je te laisse répondre sur le pacte, Blandine. Alors effectivement, hein, il y avait ce seuil de 30% à atteindre. Là, on n'a encore pas hein, les chiffres exacts, mais d'après nos premiers coups d'œil sur des comptes rendus de CSA, enfin d'audience au rectorat des départements, on n'y sera pas hein, aux 30%. Alors ça risque d'être assez disparate hein, selon les départements. Mais actuellement, effectivement, les collègues ne se sont encore pas massivement engagés hein, dans cette démarche. Certainement aussi pour toutes les raisons que j'ai développées. Et que il y a aussi... C'est vrai que c'est l'heure de 6e hein, en soutien et en approfondissement qui est notée comme prioritaire hein, pour les enseignants et qu'on peut supposer déjà que les chefs d'établissement placent aussi les collègues de collège sur ces heures-là et qu'après les PE vont venir. Mais pour le moment, c'est quand même compliqué dans une organisation de se prévoir enseignant dans une classe et en plus devoir aller faire du soutien dans un collège de proximité qui tout le monde il n'y a pas des collèges très proches partout hein. Quand on habite dans le rural, il peut être vraiment à des kilomètres. Hier, on a entendu dire que dans un établissement, le chef voulait que ce soit le mercredi pour que les heures de soutien et d'approfondissement soient le mercredi, justement pour favoriser que les PE puissent venir et que les collègues avaient décidé que c'était le mardi et ce sera le mardi. Et donc voilà, il y a des organisations qui vont se faire et qui va rendre aussi pour les PE rendre impossible ce déplacement. Ouais, puis pour compléter, c'est le casse-tête qu'on a eu pendant toute la négociation l'année dernière sur la question du pacte, hein, dont vous savez, on a quitté la table des négociations à un moment donné, on a claqué la porte et toutes les organisations syndicales s'opposent à ce pacte. C'est que, y compris quand les heures du pacte sont le mercredi, il faut savoir que les enseignants le mercredi matin, les enseignants du premier degré, ont des formations. Hein, on a 18 heures de formation dans l'année à caser, c'est souvent à ce moment-là. Il y a les réunions de concertation avec les collègues et donc ça veut dire que les enseignants qui choisiraient de faire le pacte et de faire les heures de soutien en 6e ne participeraient plus à ces formations et ces heures de concertation. Alors juste peut-être en off sur les 30%, enfin, même si ce n'est pas du off, parce que de toute façon, on peut le dire maintenant, ils avaient fait une enquête en juin, donc une enquête qui a été menée en juin. Étonnamment, on n'a pas eu les retours. Bizarrement, je ne sais pas, vous avez interrogé le ministère, nous les avons interrogés, ils ne nous ont pas dit. Il y a un directeur de cabinet qui nous a quand même lâché en quittant le cabinet qu'il ne les atteignait pas, les 30%, et qu'il partait sans avoir ces 30%. Donc on le sait, il
ils en sont loin et on sait aussi, la note de service étant parue cet été, que les collègues vont découvrir aussi à la rentrée cette note de service et cette lettre de mission qu'il va falloir signer. C'est-à-dire que certains avaient peut-être décidé de s'engager au mois de juin, mais quand on voit la lettre de mission et ce à quoi on va s'engager dans l'année, ça fait peut-être réfléchir. Donc voilà, on sait, de toute façon, c'est un combat qu'on va continuer de mener à la rentrée, hein, cette opposition au pacte et les collègues, en tout cas, on va largement informer les collègues. Sur la question de l'uniforme à l'école, et oui, c'est le vieux serpent de mer qui fait plaisir toujours à la droite et à l'extrême droite quand on en reparle. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais nous, on a été reçus au mois de janvier dernier à l'Assemblée nationale par le groupe Renaissance qui souhaite rédiger un projet de loi sur la question. Mais comme ils ne sont pas d'accord entre eux au sein du groupe, donc ils ont consulté à partir au mois de janvier l'année dernière. Alors d'abord, il faut se demander pourquoi. C'est-à-dire que on a effectivement des inégalités qui se creusent à l'école, on a des difficultés pour recruter les enseignants, on a un métier en crise, et puis on nous dit, on nous rabat sur l'autorité, l'ordre et l'uniforme qui serait un bon élément pour régler ça. Ça pose énormément de questions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un élève à porter l'uniforme, on ne peut pas obliger une famille à payer un uniforme pour son enfant. Donc cette obligation, on ne pourra pas l'avoir. Donc il a lancé, effectivement, Gabriel Attal, quand il a été interrogé là-dessus, il a dit je suis favorable aux expérimentations. Donc il y a des villes qui se sont lancées dans l'expérimentation. Bon, la première, les deux pieds dedans, c'est Béziers. On se demande pas pourquoi, mais enfin, bon, c'est la ville qui va expérimenter à la rentrée. Alors, on imagine bien, ils ont décidé ça au mois d'août, ils expérimentent à la rentrée. Les enseignants ne sont pas au courant, les familles ne sont pas au courant. Bon, c'est des expérimentations comme ça. Il y en a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Provins, dans le 77. Il y a eu cette expérimentation qui a été menée il y a quelques années. Enfin, même pas une expérimentation. Le maire, il avait fait un référendum et d'une courte tête, il avait emporté un uniforme à l'école, enfin l'uniforme porté par les élèves. Puis il se trouve que y a ceux qui l'ont acheté, il y a ceux qui l'ont porté, et puis maintenant il n'y a plus personne et qu'il y a des uniformes qui traînent partout dans l'école et que ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on a l'obligation d'accueillir les élèves. Quel que soit l'élève qui arrive le matin, la façon dont il est habillé, on l'accueillera. On a cette obligation, qu'il soit en uniforme ou pas. Donc là-dessus, donc on ne sait pas, quand il parle d'expérimentation, on ne sait pas si c'est le maire qui va décider, si c'est le conseil d'école, donc avec les élus, parents d'élèves et enseignants qui pourraient décider, comment ça va se mettre en place, qui va payer. Parce qu'on est loin de la tenue vestimentaire qui est portée en Guadeloupe et en Martinique, qui consiste à avoir un polo, un t-shirt blanc et un short bleu et une jupe, et qui ne coûte pas très cher, et qui n'a pas d'ailleurs été institué pour établir l'ordre ou l'autorité, mais qui avait été institué à l'époque, il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années, parce que les élèves n'avaient pas d'habits tout simplement pour venir à l'école. C'est comme ça que ça a été institué dans ces territoires-là. Sur le territoire, dans l'Hexagone, ça veut dire que c'est le pull, la veste, l'hiver, le pantalon. Enfin, c'est quelque chose qui coûte énormément cher. Enfin, à Provins, c'était de l'ordre de 150 € le kit. Donc, qui va payer? Alors, il a une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez vu, Gabriel Attal, il a dit si, dans le cadre du CNR, vous vous souvenez, CNR, ça vous dit quelque chose? Dans le cadre du CNR, si les enseignants avaient un projet pour mettre... Mais on frise dans le délire, là. C'est-à-dire qu'on est dans un financement de projet pour mettre un uniforme aux élèves. Non, on n'a pas besoin d'argent pour financer les classes de mer, les choses comme ça. Enfin, non, on va le financer. Enfin, c'est complètement hors sol. Ça ne répondra en rien aux questions des inégalités et à la question de la mixité scolaire. Par contre, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de l'éducation prioritaire et de la révision de la carte de l'éducation prioritaire et des moyens qui devraient être alloués à des écoles qui se paupérisent, dans des quartiers qui se paupérisent de plus en plus. Donc on reporte la question de la carte de l'éducation prioritaire et voilà, c'est un écran de fumée, c'est-à-dire que... et puis ça répond à
un certain type, un certain parti politique. Donc on ne sait pas, on n'a pas été concerté bien évidemment là-dessus. Bon, en tout cas, on saura ce qu'on a à dire. Puis on sait bien, enfin toutes les études le montrent, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un uniforme, une tenue vestimentaire qu'on ne va pas retrouver des éléments dans ce que va apporter l'enfant qui vont montrer les différences sociales entre les enfants. C'est-à-dire que c'est la paire de chaussures, c'est le cartable, c'est le blouson, c'est la montre, c'est tout ce qu'on a en plus et qui montre cet écart entre les différentes couches sociales. Donc il y a vraiment là, effectivement, pour nous, c'est quelque chose qui ne répond pas. C'est une lubie de plus et ça fait partie, effectivement, comme je disais, des discussions de comptoir. Quand on se dit, tiens, c'est pour aussi. Si on avait tous le même uniforme, est-ce qu'on aurait plus de réussite à l'école ou plus de mixité? Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, pour nous, c'est non et 3 fois non, et on saura le dire au ministre. Sur la question de la scolarisation des moins de 3 ans, oui, ça a été dans sa déclaration du mois de juin. Donc, vous le savez, la carte scolaire, la rentrée scolaire, elle se prépare dès le projet de loi de finances en novembre et dès le mois de janvier dans les prévisions de carte scolaire. Donc bien évidemment, on n'a pas prévu plus de postes pour accueillir les moins de 3 ans. La scolarisation, hein, vous l'avez dans le dossier de presse, le tableau de la scolarisation des moins de 3 ans, là, il est on va dire, légèrement en baisse pour cette rentrée. Enfin, c'est les chiffres de l'année dernière, hein. Mais il n'y a pas eu de volonté de faire plus. Et cette scolarisation des moins de 3 ans, elle ne date pas de Blanquer, elle date du précédent gouvernement, sous François Hollande, où on a mis en place des dispositifs de moins de 3 ans dans les quartiers d'éducation prioritaire, avec des effectifs allégés, avec un partenariat avec la CAF, avec les structures telles que les crèches, enfin, pour avoir une meilleure scolarisation des élèves et une entrée plus rapide, parce qu'on sait que pour ces élèves qui sont en éducation prioritaire, ça favorise le bain de langage, ça favorise les apprentissages et le développement de l'enfant. Donc, quand il a dit hier, effectivement, je l'ai vu aussi dans son interview, quand il dit « on va le faire partout où c'est possible », déjà, il faudrait qu'il le fasse partout où il devrait le faire. Mais ça ne sera pas effectif. Et je pense que là-dessus, il y aura des difficultés à la rentrée. Et quand il parle de baisser les effectifs en moyenne section, c'est pareil, on n'a pas eu de dotation supplémentaire, on a des suppressions de postes pour la rentrée. Donc fonctionner avec des suppressions de postes, même si on a une baisse démographique, c'est certain, on n'y arrivera pas. Et normalement, on aurait dû bénéficier, enfin, on aurait pu bénéficier de cette baisse démographique justement pour renflouer l'école, parce qu'on a besoin de ça. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et même dans le plafonnement des élèves à 24, on n'est pas... on a encore un certain nombre de classes qui sont à plus de 24, c'est pas rare. Et donc, on n'atteint pas cette priorité au primaire qui a été donnée depuis plusieurs années. Donc, non, on n'a pas eu d'ouverture de postes supplémentaires. La seule chose qu'on a eue en plus, c'est l'ouverture des listes complémentaires dans toutes les académies, sauf dans les académies déficitaires, parce qu'il n'y en avait pas, mais où on a eu des personnels, toutes les listes complémentaires ont été recrutées, mais elles sont recrutées pour faire face notamment à des départs d'enseignants en cours d'année, puisque vous savez que la réforme des retraites qui est passée malheureusement, dans cette réforme, elle donne la possibilité maintenant aux enseignants du premier degré de partir à la date anniversaire, c'est-à-dire en cours d'année. Avant, on n'avait pas le droit, on devait finir l'année scolaire. Maintenant, on a ce droit-là. Alors, c'est quelque chose qu'on portait depuis plusieurs années et c'est bien pour les professeurs des écoles, mais ça ne s'est pas du tout anticipé. Donc là, les enseignants qui vont partir en cours d'année, on ne sait pas si on pourra les remplacer. Donc, c'est aussi l'objectif de la liste complémentaire, c'est d'avoir recruté des stagiaires de plus pour pouvoir faire face à ça. Mais là aussi, comme ce n'est pas anticipé, on ne sait pas combien on va avoir d'enseignants à partir dans le courant de l'année et on ne sait pas si on aura la possibilité de tous les remplacer. Concours en L3 en laissant un master et en rémunérant 2 ans d'alternance. Est-ce que vous allez soutenir cette idée? Il me semble que ça peut se rapprocher
éventuellement de vos mandats. Et la deuxième chose, c'est sur le plan de reconnaissance du métier enseignant, qui semble ne pas être du point de vue salarial. Qu'est-ce que vous en attendez du coup il semble que l'autorité soit notamment à l'ordre du jour. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir et qu'est-ce que vous en attendez plus globalement? Merci. À propos de la rentrée anticipée des élèves en difficulté, est-ce que vous comprenez la différence qui existerait entre ce dispositif et ce qui se passe déjà avec les stages de réussite? Et est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'élèves qui profitent de ces stages de réussite? Comment ça fonctionne? Quels sont les effets sur le niveau des élèves? Moi, une autre question sur les fondamentaux. Hier, on a appris que c'était lire, écrire, compter et se comporter. Je crois que c'est nouveau, si je ne dis pas une bêtise. Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur les classes dédoublées. Vous avez dit que les effets étaient faibles par rapport à ce qui se pratique dans d'autres pays. Je voudrais savoir sur quoi vous vous basez, sur quelle étude vous basez pour dire ça. Alors, sur la formation des enseignants, effectivement, ça a été la déclaration de Pape Ndiaye l'année dernière. Il l'avait déclaré dès le début de son arrivée au ministère. Parce qu'il y avait une difficulté de l'attractivité du métier. Il avait parlé effectivement d'un recrutement. Enfin, sur cette réforme, c'est la question de la place du concours. Est-ce qu'on place le concours en L3? Est-ce qu'on le replace en M1 ou est-ce qu'on le laisse en M2? Donc, Pape Ndiaye y était favorable. Aucune concertation ne s'est engagée l'année dernière sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu des déclarations, mais il n'y a pas eu du tout de concertation. Moi j'ai souvent été interrogée sur cette question et parce qu'il est souvent intervenu là-dessus. Nous, on a effectivement un mandat de concours en L3 avec 2 années de formation pleine et entière derrière. On n'est pas favorable à l'alternance qui aurait pour objectif d'utiliser les enseignants comme moyen d'enseignement. C'est-à-dire que c'est ce qui pèse, quand je disais tout à l'heure, le baisse de la formation la baisse des stagiaires, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les stagiaires qui sont à la fois en formation et sur le terrain sont confrontés à une réalité qui est très complexe, qui fait qu'ils sont en difficulté aussi dans leur formation. Donc on n'est pas favorable à ça. Donc si c'est une formation pleine et entière de 2 ans qui permettent d'avoir des stages de temps en temps, bien évidemment il faut aller sur le terrain, donc des stages comme nous on a pu les avoir il y a 25 ans, mais des stages où on est dans la classe, il y a un enseignant maître formateur qui observe, qui est là pour corriger les erreurs du stagiaire. Si on peut avoir des stages en responsabilité en fin de ce cursus pour voir quelles sont les compétences des enseignants, il n'y a pas de problème, on pourra discuter avec le ministère. Mais ça demande, c'est une réforme qui est très coûteuse parce que ça veut dire que c'est pas utilisé comme des moyens d'enseignement. Justement, la réforme de la formation, elle a été mise en place pour ça, c'est-à-dire gagner, plutôt que de recruter des enseignants, on recrute des stagiaires ou des alternants et on les met en classe. Si c'est ça, si c'est de l'alternance, et c'est de mettre dès la fin, après la licence, des étudiants en alternance, en responsabilité de classe, pour nous, il y aura une ligne rouge qu'il ne faudra pas franchir. Donc, Gabriel Attal, quand on l'a rencontré lundi, nous a dit qu'il y avait eu de la concertation avec Pape Ndiaye sur ce sujet et qu'il allait continuer. J'ai tout de suite arrêté, j'ai dit stop. On va peut-être prendre la concertation, on va peut-être en discuter. Enfin, il faut peut-être pouvoir en discuter, mais on n'a jamais eu de concertation sur ce sujet. Et puis, c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire que dans quel objectif et à quelle échéance on met ce genre de réforme quand on sait qu'on a des étudiants qui se préparent déjà pour passer le concours en M2. C'est-à-dire que revenir sur un niveau licence, ça va être compliqué. Et c'est ça aussi, quand je disais modifier et les réformes et ne pas avoir de boussole et ne pas attendre les effets des réformes, c'est aussi ça qui nous coûte. Et ça va encore être perturbant dans la tête
des enseignants. Sur le plan de reconnaissance des enseignants, alors on n'a pas du tout d'informations là-dessus, il ne nous a pas répondu sur ce qu'il voulait mettre en place. Sur la question de l'autorité, on a bien senti que effectivement c'était quelque chose d'important. Il a lié d'ailleurs dans l'entrevue qu'on a eue avec lui l'autre jour sur une réforme, mais je crois que Macron l'a dit, réforme de l'EMC. Alors je crois que Macron parle d'instruction civique, donc il faudra peut-être lui dire qu'on ne parle plus d'instruction civique mais d'EMC. Je rappelle quand même que c'est Jean-Michel Blanquer qui a revu les programmes de l'EMC au début de son premier mandat. Donc on a déjà eu une réforme de l'EMC, vous savez, la Marseillaise qui est affichée dans les classes, le drapeau français, enfin toutes ces choses-là, on avait beaucoup contesté à l'époque parce que pour nous, l'EMC, ça se pratique, c'est-à-dire que c'est l'éducation à la citoyenneté et c'est en le vivant au quotidien dans la classe qu'on peut faire réfléchir les élèves. Donc on ne sait pas ce que c'est ce plan de reconnaissance. Bon, alors j'ai bien compris effectivement moi aussi que c'était pas, parce que sur la question des salaires, ça semble clos, mais même si on demande nous à réouvrir le débat, ça va plutôt être effectivement un plan de oui, on vous aime bien les enseignants, on vous reconnaît, ce que vous faites est magnifique. Bon, ça suffira pas pour les enseignants, ça c'est certain. Donc voilà, et sur ces réformes des programmes, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il a parlé de l'histoire, qu'il faudrait faire de l'histoire de façon chronologique. Enfin, on est dans quelque chose de retour en arrière qui est assez en tout cas insupportable pour nous à entendre. Et donc on imagine. Alors juste quand même un principe. Un président ne devrait pas s'exprimer sur les programmes scolaires. Il devrait y avoir un conseil supérieur des programmes qui ne soit pas lié au ministère, qui soit indépendant. Ce qui n'existe plus beaucoup depuis quelques temps, mais ce n'est pas à lui de s'exprimer sur les programmes. Et les programmes doivent être discutés, concertés avec les organisations syndicales représentatives. Sur la question sur la reprise le 20 août et la question des stages de remise à niveau, donc moi, dans l'interview, ce qu'on a compris de l'interview d'hier, quand il dit reprise le 20 août pour les élèves les plus en difficulté, ce que je disais, nous, ça nous choque parce que d'abord, il y a le droit aux vacances. Moi, je m'étais exprimée beaucoup au mois de juin là-dessus. C'est le droit aux vacances pour ces enfants qui doivent pouvoir aussi partir et découvrir les choses. On a déjà des stages de remise à niveau qui se mettent en place à la fin du mois d'août. On a du mal à voir les chiffres, en fait, parce que le ministère ne les fournit pas. Je ne sais pas s'il les fournira lundi prochain. On n'a pas de chiffres récents. On sait qu'on a eu une baisse de ces stages parce que les inspecteurs ont du mal à trouver des enseignants pour les réaliser, parce qu'il faut pouvoir les réaliser, mais aussi des élèves pour y participer. Donc, ce que je comprends ce que l'on comprend dans cette interview, c'est que plutôt que d'avoir une semaine de stage de remise à niveau, c'est 15 heures, c'est 5 fois 3 heures, 5 matinées, eh bien, il y aurait 2 semaines en fait, de stage de remise à niveau. Ce qui pose quand même question sur la façon dont ces élèves-là vont pouvoir supporter ces stages de remise à niveau. C'est reprendre l'école, c'est reprendre la classe, même si c'est pas dans un système de classe. Ça veut dire que ces enfants-là, ils vont reprendre un rythme. Et quel sera leur état physique et mental avant la Toussaint, quand ils auront repris 2 semaines avant? Est-ce qu'eux, ils ne perdront pas, ils ne décrocheront pas à ce moment-là? Il y a plein de questions qui se posent. Donc, en tout cas, nous, si ça avait eu un effet, c'est-à-dire que les stages de remise à niveau, on en fait depuis des années. Ça existe depuis des années. Si ça avait eu un effet, on ne se poserait pas la question des élèves qui arrivent en 6e avec des difficultés, des grosses difficultés en français et en mathématiques. Si les APC, qui fonctionnent depuis 2008, donc les APC, je vous rappelle, c'est l'activité pédagogique complémentaire, c'est du soutien que l'on fait avec nos élèves, on en prend certains dans nos classes, et puis on fait du soutien avec eux. Si ça avait un effet, c'est pareil. Ces élèves-là ne seraient pas en difficulté quand ils arrivent en 6e. Et c'est pas avec 15 jours. On parle surtout de ceux qui arrivent en 6e avec des grosses difficultés. On parle de grandes difficultés. Donc des difficultés qui doivent être repérées et surtout qui doivent être prises en charge tout au long de la scolarité.
dans l'école par des personnels enseignants spécialisés, nos personnels de réseau d'aide par exemple, qui ont eux une formation spécifique là-dessus. Enfin, si on voulait vraiment se donner les moyens, on a les moyens de le faire. Quand ils arrivent en 6e, c'est pas avec 15 jours avant les vacances de révision qu'ils vont réussir à affronter la classe de 6e. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Quand on extrait les élèves de la classe pour faire du soutien hors la classe, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors oui, ça a fonctionné pour les petites difficultés passagères des élèves. Et ça, ce sont des élèves qui ne sont pas en grande difficulté. C'est les élèves qui ne sont pas dans des milieux populaires. C'est ceux qui aussi ont chez eux le moyen de suivre. Donc là-dessus, remettre du soutien, ils en remettent aussi dans le pacte, puisqu'on pourra organiser, en plus des APC, vous imaginez qu'il y a des élèves qui vont avoir les APC, les heures de soutien en plus, parce qu'on peut faire des heures de soutien pour nos élèves dans le cadre du pacte, et les stages de remise à niveau. C'est la punition, quoi. Et puis c'est vraiment stigmatisant pour ces élèves-là. Dans les fondamentaux, effectivement, se comporter, avant c'était respecter autrui, maintenant c'est se comporter. Donc oui, je sais pas, que ça sera peut-être autre chose la semaine prochaine, c'est-à-dire que là aussi ça relève de la discussion de comptoir et c'est pas vraiment, ils connaissent pas les textes réglementaires et les programmes quand ils s'expriment. Et puis sur la question des effets du dédoublement, je ne sais pas si on l'a noté dans le dossier de presse, l'enquête. C'est-à-dire que les chercheurs disent que dans les pays, notamment les pays du Nord, où il y a des groupes dédoublés et surtout des groupes allégés avec des effectifs moins importants, tous les pays qui ont des effectifs moins importants, il y a une réussite. En tout cas, il y a les élèves réussissent mieux que nous, ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire que nous, on a réduit drastiquement les effectifs. Parce que c'est vrai, ça a amélioré le confort de la classe, le climat scolaire. C'est plus facile parce qu'on est derrière les élèves. Et nous, on met en avant ces allègements, enfin en tout cas l'allègement des effectifs. Mais il le faut dans toutes les classes parce que quand on passe du CE1, où on est à 12, et qu'on retourne en CE2, mais comme de toute façon, il faut vraiment que les classes de cycle 2 soient très allégées, bien, les cycles 3, elles sont surchargées, et que les effets bénéfiques, en fait, on se retrouve avec des effets qui n'ont pas lieu dans les années qui suivent. C'est-à-dire que pour que ça soit effectif, il faut que ça soit effectif sur toute la scolarité. C'est pour ça qu'il faudra alléger dans toutes les classes, et on se pose la question, pourquoi avoir fait du dédoublement en CP et CE1, et pourquoi, et en grande section maintenant, et pourquoi, d'ailleurs, maintenant, ils commencent à parler de la moyenne section, mais pourquoi on n'allégerait pas dans toutes les classes? On ne serait pas à 12, on serait un petit peu au-dessus, mais on aurait des effectifs allégés partout. Et on aurait certainement des effets moindres. Après, il y a effectivement la question des injonctions, avec notamment en lecture, des prescriptions sur les méthodes de lecture. On nous dit c'est celle-là qui fonctionne, donc faites celle-là. Où on impose, dans certaines circonscriptions, dans certaines classes, une méthode de lecture en particulier, avec le retour à la méthode syllabique. Et en fait, on ne met pas la compréhension au cœur des apprentissages de lecture, alors que c'est la compréhension qui est essentielle pour progresser. Je ne sais pas si on a retrouvé. Mais promis, Sonia, dès que j'ai la référence, je vous l'envoie. Je fais chercher et je délègue et je vous envoie. Nelly, hop là. Juste une question, vous avez évoqué les contractuels. On en a beaucoup parlé l'an dernier. Je me demandais si vous aviez des chiffres concernant le recrutement pour cette rentrée. Et aussi, est-ce que vous avez une idée de ce qu'ont pu devenir les contractuels de l'an dernier? Parce qu'on nous a présenté ça comme une porte d'entrée dans le métier. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, c'est les contractuels. On a une augmentation du chiffre de contractuels. Actuellement, c'est 2,1% sur l'ensemble du corps, l'ensemble des professeurs d'école sur tout le territoire.
mais avec des disparités, où on est, je ne vais pas dû le dire tout à l'heure, mais je l'avais noté dans ma présentation, on est en Guyane, on est à 12%, à Mayotte, on est à 26% de contractuels, on est aux alentours de 8%, je pense, en Seine-Saint-Denis. On a une augmentation forte des contractuels. La difficulté qu'on a avec les contractuels, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, l'année dernière, alors il y avait eu des job dating. Ils n'ont pas fait des job dating cette année, mais ils ont fait des recrutements. Dès le mois de juin, ils ont quand même voulu sécuriser ces emplois. Donc, sécuriser, j'entends, hein, ils ont sécurisé ces embauches en recrutant dès le mois de juin et en payant ces contractuels juin, juillet, août, pour être sûr de les avoir en septembre. Donc pour sécuriser un petit peu ça et pas avoir des démissions, parce qu'on a effectivement, quand on recrute des contractuels, on a des démissions, et on a sur nos académies déficitaires, notamment Créteil et Versailles, des contractuels qui sont recrutés, qui vont faire une semaine. Alors ils ont un mois d'essai, ils ont une période d'essai, et puis au bout de 15 jours ou même un mois, ils vont démissionner parce qu'ils vont se dire non, c'est pas pour moi, donc c'est trop dur, je peux pas. Donc on a aussi une incertitude, c'est-à-dire que quand on discute avec des directeurs et des directrices d'école qui ont des contractuels dans leurs écoles, c'est toujours le matin, ils savent pas s'ils vont avoir le collègue qui va arriver et qui va l'appeler et qui va dire non, bah, moi c'est terminé, je démissionne. Alors on a la démission des contractuels, on a les démissions des stagiaires qui sont aussi importantes, et forcément ça sécurise pas l'enseignement dans ces quartiers-là, mais oui, c'est quelque chose. Enfin, la question des contractuels est en augmentation. Alors, le fait de sécuriser, c'était le concours spécifique contractuel, dont on sait qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de candidats. Donc, c'est pas forcément. Parfois, c'est plus sécurisant. On a des contractuels qui sont contractuels depuis 10 ans. C'est plus sécurisant pour eux d'être contractuels parce que, en passant le concours, ils sont pas sûrs de retourner enseigner où ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés sur un département là, en tant que contractuels, donc ils vont pas forcément choisir leur école, mais choisir au sein de... Mais quand ils passent le concours, ils sont nommés sur l'académie. Donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir être au bon endroit. Oui. Sophie Lobby de l'AFP. J'avais une question par rapport à l'idée de l'ordre, la fermeté, etc. Il y a aussi en tête, dans les déclarations qui concernent ce sujet, les émeutes de juillet. Je voulais savoir si, ça concerne ceux qui ont participé aux émeutes, c'est essentiellement des élèves qui seraient dans le second degré, mais est-ce que pour le premier degré, les enseignants dans les quartiers où ça a plus chauffé ont éventuellement ça en tête? Est-ce que ça va changer quelque chose sur la tonalité de cette rentrée, ou ils continuent, ils reprennent une année normale, quels que soient les aléas de l'été? Alors, est-ce qu'ils vont reprendre la rentrée dans le même état d'esprit? Certainement non. C'est-à-dire que dans tous les quartiers où il y a eu des émeutes, alors je pense notamment aux écoles qui ont été endommagées, l'école ne s'est pas tenue en fin d'année, et beaucoup d'enseignants n'ont pas revu leurs élèves. Et quand on a beaucoup parlé des écoles qui ont été touchées, on parle toujours du bâti, est-ce qu'elles vont être reconstruites pour la rentrée, mais on ne parle jamais de l'état d'esprit des élèves et des enseignants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été très marquant pour ces personnels qui sont très impliqués dans ces quartiers-là. Ça a été choquant de voir l'école attaquée, puis c'était une période qui était quand même difficile, et puis pour les élèves eux-mêmes. Donc il va y avoir cette phase de reconstruction, on va dire, dans le lien que l'enseignant peut avoir avec les élèves, d'expliquer un certain nombre de choses aussi, et puis de rassurer les élèves qui vont rentrer dans des bâtiments dégradés ou qui vont être reconstruits, et il va falloir leur expliquer pourquoi. Donc c'est important d'ailleurs d'avoir toujours cette explication et d'expliquer aux élèves que l'école a été que l'école a été endommagée. On va pas expliquer les raisons les premières raisons et les raisons politiques, mais en tout cas on rassure sur le fait de rentrer. Sur la question de l'ordre,
Bon, effectivement, c'est pas les élèves c'est pas ces élèves-là qui sont concernés, en tout cas dans les émeutes, mais dans ces quartiers, c'est aussi, le lien avec l'engagement des enseignants dans ces quartiers est important, et le lien avec les élèves est important, et avec les familles aussi. Donc voilà, mais on n'est pas sur l'ordre. On est plutôt nous dans la prévention, la discussion et voilà, en tout cas, et la pratique de la citoyenneté. Pardon. Oui, bonjour, Laurence Théo de RFI. Une question un petit peu plus générale. Comment vous accueillez la nomination de Gabriel Attal? On a eu un ministre, Pam Ndiaye, très discret, beaucoup dans la discrétion. Là, on sent que Gabriel Attal communique beaucoup. Est-ce que vous ne craignez pas un ministre qui soit un peu dans la surcommunication? Il a déjà communiqué, cellule d'écoute, on parlait là des émeutes. Voilà, comment... Oui, très clairement, c'est le retour du politique à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on avait un ministre, Pap Ndiaye, qui n'était pas un politique, qui ne connaissait pas l'éducation et qui avait besoin de fiches, qui avait besoin d'avoir du monde autour de lui. On l'a bien vu directement quand on l'a rencontré lundi. Il était avec son cabinet restreint, les quelques-uns qui sont nommés là. Il a été le seul à parler. Les autres n'ont pas parlé et il mène les choses. Donc c'est lui qui mènera la politique du ministère, avec bien évidemment la tutelle d'Emmanuel Macron. Mais on va être effectivement dans un communicant. On craint un peu ce retour à l'ère Blanquer où on avait des communications par voie de presse et qu'on apprenait sans concertation les annonces. C'est ce qui s'est passé hier avec Emmanuel Macron, mais on craint vraiment cette période-là. Après, il s'est dit lors de l'entrevue lundi, il s'est dit très attaché au dialogue social. Mais je ne sais pas si on a la même conception du dialogue social. C'est-à-dire que, le dialogue social, c'est c'est un dialogue. C'est-à-dire que c'est pas je parle et vous m'écoutez. Et donc, il y a de la concertation. Il va falloir à un moment donné qu'il accepte un certain nombre de choses qu'on lui présente et qu'il avance dans notre sens. Alors, il s'est vanté d'avoir été très apprécié au ministère à Bercy par les organisations syndicales et qu'il pratiquait le dialogue social. Donc on verra aussi, on jugera sur des actes. Pour le moment, c'est vrai que les déclarations, elles ont été à l'emporte-pièce sur certaines choses et dans la lignée de je ne vais pas dire son mentor, mais je pense qu'il a travaillé avec Jean-Michel Blanquer et c'est aussi sa référence. Oui, on en parlait un petit peu avant de commencer. Olivier Chartrain à l'Humanité. Il faut cesser d'envoyer au collège les 20% d'élèves qui sortent de primaire sans savoir lire, écrire, compter. Comment vous interprétez cette phrase ? Oui, c'est difficile de l'interpréter. Est-ce que ces élèves-là, effectivement on en discutait avant la conférence de presse, est-ce que ces élèves-là, on leur fait passer un certificat d'études et s'ils n'ont pas le niveau, ils ne rentrent pas au collège? Est-ce qu'on les fait redoubler ? Sachant que le redoublement, c'est quelque chose qui est coûteux pour l'État et dont on nous rabâche depuis des années qu'il ne faut pas en faire, que souvent, ce n'est pas forcément très efficient pour l'élève. Donc oui, cette déclaration, elle peut interpeller parce que on ne sait pas est-ce que ça veut dire ces 20%, on ne peut pas les envoyer comme ça, donc il faut qu'ils fassent des stages remis à niveau, on les fait travailler 15 jours avant la rentrée. Est-ce que c'est autre chose? On demandera au ministre, à notre ministre, parce qu'on ne travaillera pas avec Emmanuel Macron, mais on travaillera avec le ministre pour savoir ce qu'il en est de ces déclarations. On a demandé une audience seulement SNUIPP premier degré qu'on devrait avoir d'ici quelques semaines et ça fera partie des demandes, effectivement. Non, mais c'était cette question. C'est parfait. Écoutez, en tout cas, merci à toutes et tous d'être venus ce matin, d'avoir fait la rentrée avec nous. Et puis, on va passer sans doute à l'exercice des micros tendus. Alors, a priori, il fait beau, donc on va pouvoir aller dehors. On ne va pas se prendre une averse.
ont recruté, donc ils ont entendu que Pierre-Emile